C'était la dernière fois que j'ai vraiment essayé. La dernière fois que j'ai voulu les rendre heureux. Je pensais que si je faisais tout correctement, si je rendais ce jour spécial, ils finiraient par me voir. Pas comme la déception qu'ils me font sentir, pas comme le rappel unijambiste de tout ce qu'ils préféreraient ignorer, juste comme leur fils. Leur 30e anniversaire de mariage était censé être une soirée magnifique. J'ai payé 7500 $ pour l'ensemble, une salle à manger privée dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, des marque-places personnalisées, un quatuor à cordes, des arrangements floraux sur mesure et un repas de 5 plats. J'ai même réservé 2 billets pour Hawaï, en première classe. Je voulais que ce soit inoubliable, et ça l'a été, mais pas pour les raisons que j'avais prévues. Quand je suis arrivé, ils m'ont à peine remarqué. Ma mère était occupée à raconter à une de ses amies à quel point sa peau était étonnamment belle sous cet éclairage. Mon père m'a jeté un coup d'œil rapide et s'est détourné. Mon frère a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, à ceux qui comptent vraiment. Les gens à la table d'honneur ont ri comme si de rien n'était. Puis ma tante a renchéri, ne laissez pas les domestiques s'asseoir devant. Je suis resté là, juste resté là, retenant mon souffle. J'étais habitué aux blagues, aux commentaires, à la façon dont ils ne s'étaient jamais vraiment adaptés à mon retour différent. Mais cette nuit-là, c'était différent, peut-être parce que je leur avais tout donné ce que j'avais encore, et ce n'était toujours pas suffisant. J'ai pris une fourchette sur la table, je l'ai regardée, j'ai souri et je suis parti. Je n'ai pas fait de scène, je suis juste sorti par la porte. Je me suis assis dans ma voiture pendant un moment, à regarder les lumières à l'intérieur à travers le pare-brise teinté. J'ai attendu qu'il soit à la moitié du deuxième plat, puis j'ai appelé le restaurant et j'ai annulé le paiement poliment. Pas de drame. Environ 30 minutes plus tard, le gérant m'a rappelé, m'a dit que ma famille refusait de croire que la facture n'avait pas été payée. Il commençait à se disputer avec le personnel. Je lui ai dit d'aller de l'avant et de leur donner le total. Puis mon téléphone s'est allumé, 76 appels manqués, 3 messages vocaux, un texto de ma mère, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai éteint le téléphone. Ils n'ont pas été autorisés à partir avant 2 heures du matin. Le restaurant les a retenus jusqu'à ce que quelqu'un finisse par payer la facture. Cette personne était le cousin de mon père, Mike, qui n'est intervenu que parce qu'il en avait marre de la scène. Il ne voulait pas que personne sache qu'il n'avait pas les moyens de le faire, mais maintenant tout le monde le savait. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie aérienne et j'ai annulé les billets pour Hawaï. Ils n'étaient même pas encore au courant. J'avais prévu de leur faire la surprise après le dessert. Au lieu de cela, j'ai annoncé la nouvelle devant eux, oncle Mike, tante Renée, et tous ceux qui prétendaient ne pas avoir ri la nuit dernière. J'ai dit que je n'avais plus envie de donner, c'est tout. Ma mère a essayé d'agir comme si je traversais quelque chose. Mon père avait l'air de vouloir me gifler. Mon frère a dit que j'avais besoin d'aide. Seul grand-père Joe a dit quelque chose qui valait la peine d'être entendu. Il leur a dit qu'ils avaient enfin récolté ce qu'ils avaient semé pendant des années. Ils l'ont ignoré. Il a 71 ans, vit avec eux, et il est le seul qui me parle encore comme si je n'étais pas brisé. Je suis rentré chez moi après ça. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 2 semaines, et c'était la nuit où j'ai cessé d'essayer. Après être sorti de ce dîner et avoir annulé le paiement, quelque chose d'étrange s'est installé en moi. Ce n'était pas du regret, ce n'était même pas du soulagement, c'était juste du silence. Comme si tout ce que j'avais jamais essayé de réparer entre nous était finalement mort. J'avais toujours gardé un fil, un espoir que peut-être il finirait par changer. Mais après cette nuit-là, le fil s'est cassé. Je n'ai même pas entendu le bruit de la rupture, je me suis juste senti immobile pour la première fois. Ils n'ont pas appelé le lendemain matin, pas d'excuses, pas de questions, pas d'explications, et même pas une seule excuse bon marché. Je pensais qu'ils pourraient au moins envoyer un de ces longs textos, vous savez, du genre, parts égales de culpabilisation et de fausse inquiétude, mais il n'y avait rien. 3 jours se sont écoulés, puis un appel de grand-père Joe. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, il n'a pas fait de bavardage. Il a juste dit, il s'effondre, c'est tout. Puis il a ajouté, je leur avais dit que ça allait arriver. On ne frappe pas un homme à terre et on ne s'attend pas à ce qu'il paie le dîner. Je lui ai demandé s'il comprenait même ce qui s'était passé. Il a dit, non, il pense toujours que tu fais du cinéma. Apparemment, ma mère a pleuré tout le long du trajet en voiture. Elle était embarrassée, pas blessée, pas honteuse de la façon dont ils m'ont traité, juste embarrassée.
Elle a dû expliquer à ses amis pourquoi elles étaient restées coincées au restaurant jusqu'à 2 heures du matin, à essayer de trouver qui pouvait payer la facture avec une carte de crédit avec suffisamment de marge. Mon père n'a pas dit grand-chose ce soir-là, mais le lendemain matin, il l'a blâmé de m'avoir laissé arriver à ce point. C'est ainsi qu'il l'a formulé, comme si j'étais devenu incontrôlable et que je n'avais pas payé silencieusement leurs factures pendant des années. Le plus pathétique, oncle Mike les a sauvés. Il a payé les 7500 $ sans ciller. Ma mère l'a pratiquement supplié. Je le sais parce qu'il m'a envoyé un message le lendemain, tu aurais dû régler ça en privé, maçonne, pas devant les gens. Je n'ai pas répondu. C'est le même gars qui m'a dit un jour que j'avais de la chance de n'avoir perdu qu'un bras et pas ma vie. Chaque fois que je venais lui rendre visite après l'accident, il me demandait ce que ça faisait d'être à moitié mécanique. Maintenant, après que les retombées se soient un peu calmées, j'ai commencé à recevoir des avances. Mon frère a été le premier. Il m'a envoyé un mème, juste une photo stupide d'un chat qui renversait un verre avec oups en comicsant. Puis, ça va. C'était tout. Je pouvais presque entendre l'hésitation dans le message. Il n'a jamais été subtil. Il a attendu quelques jours avant de me demander si j'avais annulé le virement de 1000 $. Je lui ai dit oui, pas d'explication, juste oui. Il n'a rien dit après ça, il pensait probablement que j'allais céder, mais je ne l'ai pas fait. Ensuite, il y a eu mon père. Il a laissé un message vocal qui sonnait comme s'il était soumis à un chantage pour l'enregistrer, si tu es toujours en colère, très bien. Sache juste que cette famille n'est plus la même sans toi. C'était sa version d'une offre de paix. Aucune mention de ce qui s'est réellement passé, aucune excuse, juste un rappel désinvolte que j'étais censé continuer à jouer mon rôle. Et puis, comme si cette histoire n'était pas déjà assez surréaliste, j'ai croisé une des amies du club de bridge de ma mère en faisant mes courses. Je l'ai à peine reconnue. Elle s'est approchée de moi, m'a touché le bras, le vrai, et a dit, tu leur as vraiment brisé le cœur, tu sais. Ils ne méritaient pas ça. Elle l'a dit comme si elle me tendait un gratin, comme si c'était une sorte d'offrande de pitié enveloppée de jugement. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste dépassé, j'ai acheté mes courses et je suis rentré chez moi. Mais ça m'a frappé plus tard, aucun d'eux ne pense avoir mal agi. Dans leur tête, je suis toujours le problème. Je suis l'instable, celui qui devrait être reconnaissant. Ils croient toujours qu'ils m'ont toléré. C'est leur version de l'amour, la tolérance, comme s'ils avaient dû ajuster tout leur monde pour accueillir leur fils brisé. Et pendant des années, je les ai laissés le croire. Je me suis laissé le croire, moi aussi. Mais je ne suis pas brisé. J'en ai fini. Ils ne le savent pas encore, mais ce n'était pas une crise de colère, ce n'était pas une vengeance, c'était moi qui descendais enfin du navire en train de couler qu'ils refusaient d'admettre qu'il coulait. Et quelque chose me dit qu'ils n'aimeront pas ce qui va suivre. Le voyage à Hawaï était censé être le bouquet final, des vacances d'une semaine en première classe, 5 étoiles, sur l'île dont ils rêvaient depuis des décennies. J'avais tout prévu, les vols, un bungalow privé, des réservations au spa, même un dîner privé au coucher du soleil sur la plage. Ça allait être leur grand moment. J'allais le révéler avec le dessert après les toasts. C'est ce qui a rendu toute cette histoire encore plus ironique. Au lieu de cela, je leur ai parlé des billets annulés le lendemain, alors qu'ils essayaient encore de se remettre de l'embarras du restaurant. C'est arrivé dans le salon de la maison de l'oncle Mike. Je savais qu'ils seraient tous là, mes parents, mon frère, et René et Mike. Ils essayaient de calmer le jeu, d'éviter d'autres scènes publiques, mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je me présente. Je suis entré, j'ai déposé l'itinéraire de vol imprimé sur la table basse et j'ai dit, c'était vos billets pour Hawaï. Je les ai annulés ce matin. Le visage de ma mère est devenu pâle. Elle n'a pas dit un mot au début. Mon père s'est penché en arrière sur la chaise comme s'il s'attendait à un coup de poing et se préparait à l'encaisser. Puis elle a demandé pourquoi. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit que ça n'avait pas de sens de continuer à donner à des gens qui avaient clairement indiqué que je n'avais pas ma place à leur table. Je leur ai dit que je voulais faire quelque chose de gentil, quelque chose de grand, et ils m'ont craché dessus dès que je suis entré dans ce dîner. Ils auraient pu faire semblant pendant une nuit, mais ils n'ont même pas été capables de ça. Oncle Mike a essayé de s'immiscer, a commencé à me faire la morale sur le pardon et sur le fait que les familles ne sont pas parfaites. Je l'ai laissé parler pendant environ 10 secondes avant de me lever. J'ai dit que je ne leur devais pas de vacances, de dîner, ou un seul mot de plus que ce que j'avais déjà donné, et je n'allais pas continuer à faire semblant juste pour qu'ils aient l'air bien.
C'est à ce moment-là que mon père a explosé. Il a dit que j'agissais comme si j'étais meilleur qu'eux, comme si je les punissais pour quelque chose qui s'était passé il y a des années. Il a commencé à énumérer tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant, comme si nourrir son enfant et l'envoyer à l'école était une sorte d'acte digne d'une médaille. Ma mère s'y est mise aussi, disant que j'avais toujours été sensible, et maintenant je laissais mon amertume tout gâcher. Je les ai juste regardés et j'ai dit, je ne suis pas amer. J'en ai juste fini. Ils n'ont pas compris. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils se débattaient, pas parce qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, mais parce que l'argent s'en allait, le fournisseur, le réparateur, celui qui faisait disparaître les problèmes. Mon frère n'a pas dit un mot, il est resté assis à faire défiler son téléphone comme si rien de tout cela ne le concernait. J'ai failli rire. Le seul qui a pris ma défense, encore une fois, c'est grand-père Joe. Il a regardé autour de la pièce et a dit, « Vous devriez tous avoir honte. » Il a donné plus à cette famille avec un seul bras que vous tous réunis avec deux. Ils l'ont ignoré. Ils le font toujours. Il gaspillait son souffle, mais je l'ai quand même apprécié. Je suis parti après ça. Je n'ai pas attendu de réponse, je me fichais qu'ils me traitent d'ingrat ou de froid après mon départ. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas dit au revoir, je suis juste sorti et je les ai laissés assis dans leur propre merde. Ils voulaient se montrer devant leurs amis et leurs proches pour avoir l'air parfait, aimé et prospère, mais le masque s'est fissuré, et en dessous, il n'y avait rien derrière quoi ils pouvaient se cacher. Ils n'ont pas perdu des vacances ce jour-là, ils m'ont perdu. Ils ne l'ont juste pas encore accepté. Il leur a fallu exactement 2 semaines pour plier. Pendant 14 jours d'affilée, il y a eu du silence, pas d'appel, pas d'excuses, pas de pique passive-agressive de mon frère ou de texto compatissant de ma mère, juste rien. J'aurais dû ressentir la paix, mais ce que j'ai ressenti ressemblait plus au calme avant la tempête. Je connaissais mes parents. Je savais combien de temps ils pouvaient tenir avant que le masque ne glisse. Et pile alors ce jeudi après-midi, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour y trouver oncle Mike et tante Renée, plantés là comme s'ils vendaient des assurances. Mike avait l'air énervé, de cette façon silencieuse et crispée qu'il a quand il est sur le point de demander quelque chose pour lequel il ne veut pas vous être redevable. Renée arborait un faux sourire, le genre de sourire que les gens portent aux funérailles quand ils essaient de vous convaincre que les choses ne sont pas aussi graves qu'elles en ont l'air. Ils n'ont pas demandé à entrer, ils sont restés là et ont commencé à s'expliquer. Renée a mené la conversation, bien sûr. Ils sont soumis à plus de stress que vous ne le pensez, a-t-elle dit, comme si elle révélait un tragique secret de famille. Ils ne vont pas bien financièrement. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu la partie que je savais qui allait venir. Elle a dit que ma mère avait contracté des prêts pour rester à flot, des petits prêts, à taux d'intérêt élevés. Mon père avait vidé ce qui restait d'un compte de retraite qu'ils étaient censés conserver pendant au moins 5 années supplémentaires. La maison était sur le point de faire défaut. Apparemment, ils jonglaient avec les factures et faisaient bonne figure depuis des mois. Le dîner d'anniversaire, c'était censé être le grand numéro, leur façon de montrer à la famille et à moi qu'ils allaient toujours bien. J'ai demandé pourquoi il était si important que je crois qu'ils allaient bien. C'est à ce moment-là qu'oncle Mike a finalement parlé. Parce qu'ils espéraient que tu continues à les aider, a-t-il dit sèchement. S'ils avaient l'air en ordre, tu n'arrêteras pas. Voilà, enfin dévoilé au grand jour. Toutes ces années d'insultes, de froideur et de moqueries déguisées en blagues, tout en encaissant sans hésiter les chèques que j'envoyais. Ils ne me voyaient pas comme une personne, j'étais un système, un plan de secours. Mike a détourné le regard en le disant, comme si même lui était embarrassé. Renée est intervenue à nouveau, plus doucement cette fois, comme si je risquais de fondre si elle employait les mots justes. Mason, on ne te demande pas de tout arranger, juste de faire preuve d'un peu plus de gentillesse. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ils sont juste fiers. Fiers. Encore ce mot. Il l'utilisait toujours comme si c'était un défaut noble. Mais la fierté n'est pas noble quand elle est construite sur le dos des sacrifices des autres. Je leur ai dit que je comprenais. C'était vrai. Mais je n'étais pas responsable des décisions de mes parents. Je n'allais pas récompenser des années de manque de respect juste parce que tout s'est finalement effondré. Ils n'ont pas protesté. C'était la chose la plus étrange. Ils sont restés là, à encaisser. Mike m'a jeté un regard que je n'ai pas su interpréter, quelque part entre la honte et le ressentiment, puis ils sont partis. J'ai regardé leur voiture s'éloigner. Pas de remerciements, pas d'au revoir, juste disparu.
Ce soir-là, j'ai imaginé la conversation qu'ils allaient avoir en rentrant, ma mère qui pleure encore, mon père qui fait les 100 pas, qui blâme tout le monde sauf lui-même, mon frère qui reste probablement silencieux, faisant semblant de ne pas être impliqué même s'il a pris plus de moi que quiconque, et grand-pa Joe assis dans son vieux fauteuil, qui probablement les houspille à nouveau et qui est ignoré à nouveau. Mais la dynamique du pouvoir avait changé, et ils l'ont tous ressenti. Ils savaient maintenant que j'en avais fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je n'étais plus le réparateur. Je n'étais plus l'étranger qui essayait de se racheter une place dans le cercle. Je n'étais pas intéressé à faire partie d'une famille qui ne m'aimait que lorsque c'était commode. Et le meilleur, je n'avais pas pitié d'eux, pas même un peu. À la 3e semaine, le silence a cessé de ressembler à une punition et a commencé à ressembler à une récompense. Mon appartement était calme, pas de téléphone qui sonne, pas de drame familial qui s'infiltre dans ma journée, pas de fausses excuses enveloppées de manipulation, juste le calme. Je n'avais pas ressenti ce genre de paix depuis des années. Puis, un dimanche matin, j'ai entendu frapper à la porte. Ce n'était pas Mike, ce n'était pas René, c'était grand-pa Joe. J'ai figé en le voyant. Il était là, agrippé à sa canne, un dossier manille coincé sous un bras comme s'il sortait tout droit d'un tribunal. Sa respiration était lourde, comme s'il avait marché plus loin qu'il n'aurait dû. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer sans dire un mot. Il s'est assis dans mon salon comme si ce n'était pas sa première fois ici, même si ça l'était. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, n'a pas perdu de temps. Il a déposé le dossier sur ma table basse. À l'intérieur, c'était le chaos, des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des lettres de prêt personnel, un avis de saisie immobilière, des frais de découvert, des avertissements de recouvrement. J'ai reconnu l'écriture de ma mère sur certains des plans de paiement. Ils avaient cessé d'essayer de le cacher. Grand-pa Joe n'a rien dit pendant que je feuilletais page après page de désastre. Ils sont fauchés, a-t-il fini par dire, pas en difficulté, pas à court d'argent, fauchés. Il avait tout trouvé lui-même, il avait dit qu'il était allé voir après les avoir entendus se disputer à nouveau, cette fois pour savoir s'il fallait vendre la voiture ou les boucles d'oreilles en or que ma mère jurait de ne jamais quitter. Mon père voulait attendre. Ma mère voulait m'appeler, mais pas pour supplier, juste pour me faire comprendre, ce qui était sa façon de dire manipuler. J'ai demandé à grand-pa Joe pourquoi il m'avait apporté ça. Il a dit, j'en ai marre de les voir te mentir et ensuite mentir à ton sujet. J'ai pensé que si quelqu'un devait savoir à quel point le trou est profond, c'est celui sur lequel ils ont construit l'échelle. J'ai regardé fixement l'avis de saisie immobilière. Ils avaient des mois de retard sur leur prêt hypothécaire. Le voyage à Hawaï les aurait maintenus à flot pendant peut-être un mois de plus. J'aurais retardé l'inévitable, couvert les fissures dans le mur sans réparer les fondations à nouveau. Pourtant, rien ne m'a surpris dans ce dossier, mais quelque chose d'autre l'a fait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro bloqué. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans le timing me semblait étrange. J'ai décroché. C'était Mélissa, la petite amie de mon frère. Elle était paniquée. Elle m'a dit que mon frère avait fait ses bagages et était parti, avait pris l'argent que mes parents gardaient caché dans le coffre-fort, environ 4000 $ d'argent de secours, et avait disparu. Il a laissé une note disant qu'il ne pouvait plus supporter cette atmosphère. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'explication, juste disparu. Je ne l'ai pas cru au début, j'ai pensé qu'il squattait peut-être chez un ami pour prouver quelque chose. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a marqué, j'ai trouvé un papier froissé dans la poubelle. C'était une note pour toi te demandant de l'argent, rayée comme s'il savait que tu ne l'aiderais pas cette fois. Il n'a même pas essayé. C'était la partie la plus inattendue. Pendant des années, il n'a jamais hésité, venait toujours me voir en premier avant même que nos parents ne sachent qu'il y avait un problème. Je l'ai sorti des ennuis pour loyer en retard, paiement de voiture, une phase de site de jeu qu'il jurait être juste pour le plaisir. Mais maintenant, il le savait mieux. Il n'a pas demandé, il a juste pris ce qu'il restait et s'est enfui, et il les a laissés derrière lui. Quand j'ai raccroché, je me suis juste assis là. J'ai pensé à l'apparence de tout cela de l'extérieur, mes parents assis dans une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre, se démener pour cacher la vérité, mon frère prenant le dernier de leurs ressources et disparaissant, Uncle Mike et Aunt René reculant après avoir réalisé qu'il n'y avait plus rien à soutirer, et grand-pa Joe seul dans cette maison avec eux, regardant tout brûler et ne levant plus le petit doigt. Ils ont construit ça. Chacun d'eux a contribué à ce gâchis. Et pour une fois, ils ne pouvaient pas le déformer,
ne pouvait pas me blâmer, ne pouvait pas réécrire le récit en quelque chose où j'étais le fils ingrat. J'avais enlevé l'illusion, c'est ce qui les blessait vraiment. Ils n'étaient pas habitués à vivre sans elle, et quelque chose me disait qu'ils ne dureraient pas longtemps sans elle non plus. 3 semaines après le dîner, mon téléphone a vibré avec un rappel de calendrier que j'avais oublié de supprimer, vol des parents pour Hawaï, 9 heures. J'ai regardé la notification pendant un moment, je suis resté là dans la cuisine avec une tasse de café, regardant l'écran s'allumer puis s'éteindre à nouveau. C'était comme quelque chose d'une autre vie, comme si je regardais une version de moi que je ne reconnaissais plus, une version qui pensait qu'il méritait le paradis après des décennies de famine émotionnelle. Ce matin-là, au lieu de se rendre à l'aéroport, ils étaient dans une boutique de prêteurs sur gage en train de vendre la montre de mon père et l'alliance de ma mère. Je n'ai pas eu à l'imaginer. Grand-pa Joe me l'a dit la nuit précédente. Lui aussi en avait marre. Il a appelé et a dit, il creuse un trou avec des cuillères et se demande pourquoi ils ne s'en sortent pas. Puis il a ajouté, je pars la semaine prochaine. J'ai trouvé un appartement. Ils peuvent se crier dessus sans moi. J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il était sérieux. Ils étaient en train de se désagréger, et je n'étais pas là pour les arrêter cette fois. Mais la partie qui m'a complètement pris au dépourvu est arrivée le lendemain même. J'étais au travail, enseveli sous des courriels, quand quelqu'un de la réception a appelé mon poste, a dit qu'il y avait une femme dans le hall qui me demandait, qui ne voulait pas donner son nom de famille. Je suis sorti et elle était là, ma mère, seule. Son maquillage était inégal, comme si elle avait pleuré ou qu'elle n'avait pas pris la peine de se regarder dans le miroir. Elle portait un survêtement que je ne reconnaissais pas et des baskets, pas de sac à main, pas d'alliance. Elle ressemblait à la mère de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne savait pas comment elle s'était retrouvée ici. Je l'ai fait sortir. Elle a demandé si on pouvait s'asseoir, alors on l'a fait, sur un banc en béton sous le parking. Elle n'a pas parlé au début, elle s'est contentée de fixer l'asphalte comme si elle s'attendait à ce qu'il lui donne un scénario. Puis elle m'a tout raconté. La maison avait officiellement été saisie, ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Mon père buvait plus, il avait cessé de chercher du travail depuis des mois. Elle a dit qu'elle avait trouvé des factures de carte de crédit à son nom qu'elle ne reconnaissait pas. Elle dormait dans la chambre d'amis, ils se parlaient à peine. Grand-pa Joe avait fait ses bagages et était parti la semaine précédente. Mon frère n'était toujours pas revenu, et la police l'avait appelé 2 fois pour lui poser des questions. Elle ne savait pas où il était, elle avait peur qu'il se soit enfoncé plus profondément que quiconque ne le pensait. Puis elle a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. On a besoin de toi, Mason. Juste pour un petit moment. Je l'ai regardé et je n'ai pas ressenti une seule once de culpabilité, pas de colère, pas de vengeance, juste de la clarté. Pendant des années, je me suis mis en 4 pour être utile, généreux, indulgent. Je payais les factures d'une main tout en faisant semblant que les blagues, la condescendance, l'absence de respect élémentaire ne me blessaient pas de l'autre. J'avalais tout, en espérant qu'un jour ils me regarderaient et verraient plus que ce que j'avais perdu. Mais je n'étais pas leur fils pour eux, j'étais leur solution. Et maintenant que la solution s'était retirée, tout s'était effondré. Je lui ai dit calmement et simplement que je n'allais pas aider, ni maintenant, ni plus tard, que je ne voulais pas de vengeance, je ne voulais juste plus faire partie de leur stratégie de survie. J'ai dit qu'elle allait devoir apprendre à vivre sans s'appuyer sur quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été à ses côtés. Ses yeux se sont embués, et elle m'a demandé encore une chose, est-ce que tu nous détestes? J'ai dit, non, mais je ne les aime pas non plus, pas de la façon dont ils le pensent. Je lui ai dit, l'amour exige de la présence, des efforts, une forme de reconnaissance, et ce qu'il m'avait donné était un contrat de commodité, pas de connexion. Elle a acquiescé. Je ne pense pas qu'elle ait compris, je pense qu'elle ne savait juste pas quoi dire d'autre. Puis elle s'est levée et est partie, et je ne l'ai pas revue depuis. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était mon frère. Il a écrit, Mason, je n'ai pas demandé parce que je connaissais la réponse. Tu l'as clairement fait comprendre. J'ai pris l'argent. Je n'en suis pas fier, mais j'avais besoin d'un nouveau départ. Je travaille dans la construction en Arizona. Rien d'extraordinaire, juste du travail. Plus de mensonges, plus de gâchis. Tu ne me dois rien, mais j'espère qu'un jour on pourra se parler en termes réels. Dylan, pas d'excuses, pas de reproches, mais c'était la phrase la plus honnête qu'il m'ait jamais écrite.
Et c'était la dernière pièce du puzzle. La maison a disparu. Ils ont emménagé chez la cousine de ma mère dans l'Ohio, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis l'âge de 10 ans. Mike et René ont cessé de répondre à leurs appels après avoir entendu dire qu'on pourrait leur demander de se porter seule caution. Grandpa Joe vit maintenant à 10 minutes dans un petit appartement avec un robinet qui fuit et une vue sur l'autoroute depuis le balcon. Il dit que c'est le meilleur endroit où il ait jamais vécu. On déjeune ensemble 2 fois par mois. Il insiste toujours pour payer. Et moi, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de traumatologie, pas parce que je veux être noble, mais parce que ça aide de parler à des gens qui ont perdu quelque chose de réel et qui ont continué, qui ne simulent pas leur deuil ou leur douleur, qui ne traitent pas les blessures comme des inconvénients, des gens qui ne vous tolèrent pas seulement quand vous revenez blessé, mais qui vous regardent dans les yeux et vous disent « Toujours là ?» Moi aussi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, pas d'applaudissements, pas d'admiration, juste être vu. Et maintenant, enfin, je le suis, pas par eux, mais par moi-même. Mini-mise à jour. Un dimanche tranquille. Dimanche dernier, j'étais assis sur le balcon de Grandpa Joe avec un café dans une main et un beigne à moitié rassis dans l'autre. Il ne garde pas beaucoup de nourriture, dit que c'est du gaspillage pour un seul homme. Nous avons regardé les voitures vrombir sur l'autoroute en contrebas, sans que ni l'un ni l'autre ne dise grand-chose. Puis, sorti de nulle part, il a dit « C'est drôle comme la vie devient calme quand on arrête de supplier les gens de nous entendre. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste acquiescé et regardé le ciel changer de couleur au-dessus des toits. Aucun appel n'est arrivé ce jour-là, pas d'urgence, pas de culpabilité, juste le calme. Et pour la première fois, je n'attendais pas que ça finisse.